ouvre le second débat de ce sens public consacré à la revanche des ex. Pas question de vie conjugale ici. Les ex-présidents de la République. François Hollande qui redevient député et cultive l'hypothèse d'une candidature présidentielle en 2027. Nicolas Sarkozy qui joue les faiseurs de rois. Il a pesé de tout son poids auprès d'Emmanuel Macron, notamment pour faire revenir sa famille politique au pouvoir. Quels sont leurs réseaux, leur influence, leur ambition, leurs ennemis aussi. On va débattre de tout ça. Mais d'abord, une première réponse en images avec Samia de Chir. 6 mai 2012. Après 5 ans à la tête de l'État français, Nicolas Sarkozy s'incline au second tour de la présidentielle face à François Hollande. Je porte toute la responsabilité de cette défaite. Mais il le dit lui-même, le pouvoir est une drogue. À 57 ans, Nicolas Sarkozy n'est pas encore prêt à y renoncer. 2 ans plus tard, il reprend la présidence de l'UMP, qu'il rebaptise les Républicains. En 2016, il se rêve de nouveau à l'Élysée et se lance alors dans la course à la primaire de la droite. J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle. Nouvel échec. Nicolas Sarkozy perd la primaire de son propre camp. Un véritable désaveu pour l'ancien président qui se retire de la vie politique, du moins officiellement. 2 semaines plus tard, François Hollande, alors président de la République, renonce à briguer un nouveau mandat. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Retour à Tulle pour l'ancien président qui dit commencer une nouvelle vie. Ce que j'ai déjà construit, je vais le poursuivre sous des formes très différentes sans doute, mais je vais continuer. Mais après avoir occupé la plus haute fonction, lui aussi rêve d'y retourner. François Hollande ne cessera jamais de continuer à peser sur la vie du Parti socialiste, où ses fidèles continuent de défendre sa ligne. Jusqu'à juin dernier, où la dissolution surprise de l'Assemblée nationale le décide à briguer un mandat de député. L'ancien président revient par la porte de l'Assemblée nationale. Je considérais que mon devoir, malgré les fonctions que j'avais occupées, qui auraient pu me retenir, était de tout faire pour empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir. Le voilà de nouveau dans le grand bain politique, avec sans doute l'élection présidentielle 2027 en ligne de mire. Rattrapé par les affaires judiciaires, Nicolas Sarkozy se fait plus discret, mais continue de distiller ses conseils dans la presse en vieux sage de la politique française. Les 2 hommes se rêvent en recours d'un pays dans la tourmente. Ils n'arrivent pas à décrocher parce que d'abord, la relève est très mal faite en France. On s'aperçoit que les partis et ces hommes ou ces femmes politiques qui ont eu de prestigieuses carrières ont beaucoup de mal à organiser la relève, la montée des nouvelles générations. Et donc très souvent, ils occupent un peu le vide. Et puis, il y a certainement le fait que ce sont des hommes encore relativement jeunes. Ce sont des hommes, en effet, qui estiment qu'ils ont encore une carrière. Mais ont-ils réellement des chances de reprendre un jour l'Élysée ? Valéry Giscard d'Estaing en a rêvé avant eux, sans jamais y parvenir. Sarkozy, Hollande, c'est la revanche des ex et c'est le thème de notre débat avec Patrice Duhamel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes éditorialiste politique, essayiste, auteur de ce livre Le chat et le renard, les binômes président de la République, Premier ministre, en vous appuyant évidemment sur une fable de La Fontaine, c'est 2 éditions de l'Observatoire. Sophie Coignard, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Point, auteur de La tyrannie de la médiocrité, également aux éditions de l'Observatoire. Bruno Cotrez, bonsoir. Bruno, bienvenue à vous, chercheur au CEVIPOF et enseignant à Sciences Po. Je ne vois pas Franck Louvrier qui doit être en... Et s'il est là, bienvenue. Franck Louvrier en duplex avec nous, maire LR de La Baule et ancien conseiller en communication évidemment de Nicolas Sarkozy, bienvenue à vous. Et Émilie Zapalski, éditorialiste politique, est restée à mes côtés. Je vais commencer par une première information. Combien gagnent les anciens présidents de la République ? Je suis sûr qu'il y a pas mal de nos téléspectateurs et téléspectatrices qui se posent la question. Leur retraite, elle s'élève à une dotation brute mensuelle de près de 5 500 €. Mais alors, il y a aussi le nombre de collaborateurs et d'agents pour la protection et le travail au quotidien. C'est 7 collaborateurs, 2 agents pendant 5 ans. Ensuite, 3 collaborateurs et 1 agent. Au-delà de ces 5 ans, logement de fonction meublé équipé, frais de réception, etc. Et puis, potentiellement
également membre à vie du Conseil constitutionnel avec une indemnité qui est très importante, 13 500 € net, sauf que il n'y a aucun ancien chef de l'État qui siège au Conseil constitutionnel. Nicolas Sarkozy a renoncé en 2013, François Hollande n'a jamais exercé ce droit, Emmanuel Macron a annoncé qu'il n'y siégerait pas. Bref, on se dit avec tout ça, pourquoi ne pas profiter d'une retraite tranquille? Et ça va être finalement l'une des questions qu'on va aussi se poser dans ce débat et tenter de comprendre pourquoi le pouvoir les attire toujours autant. Je commence peut-être avec la personnalité, leur caractère. Patrice Duhamel, vous qui les connaissez bien, les avez rencontrés, interviewés à de nombreuses reprises, sont-ils très différents, Nicolas Sarkozy, François Hollande? Non, ils ne sont pas si différents que ça. Oui. Ils sont aussi différents en privé qu'ils sont en réalité, qu'ils apparaissent en public, comme la plupart d'ailleurs des hommes politiques, mais notamment les présidents, parce qu'ils sont toujours marqués par le protocole, etc. Mais en privé, François Hollande, je pense que vos téléspectateurs doivent le savoir, parce que c'est assez notoire, est irrésistiblement drôle, un sens de l'humour et de la répartie, ce qui n'est pas forcément la même chose, exceptionnel. Et Nicolas Sarkozy, je parle sous le contrôle de Franck Louvrier, adore rire lui aussi. C'est pas la même forme d'humour. Mais sinon, ils partagent la même ambition. Simplement, ils ont un caractère qui est un petit peu différent. C'est ça qui les sépare. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy est très cash, très direct, et un peu plus que ne l'est François Hollande, qui a toujours un peu dans sa tête cette fonction de premier secrétaire du Parti socialiste pendant l'art de la synthèse, une dizaine d'années. L'art de la synthèse. Mais juste un mot sur ce que vous avez dit avant. Parce que, effectivement, les présidents de la République, depuis Nicolas Sarkozy, ne siègent pas au Conseil constitutionnel. Mais avant, pendant des années, c'était un spectacle hebdomadaire, quand ils étaient là tous les deux, extraordinaire, paraît-il. Moi, je n'y étais pas, mais on m'a raconté. Il y avait Giscard et Chirac qui étaient de part et d'autre du président Jean-Louis Debré et qui continuaient à se chamailler avec Giscard qui disait « mais j'ai été président de la République », Chirac qui disait « oui, mais moi j'ai été réélu, j'ai été… » etc. etc. C'était tout à fait extraordinaire et les deux siégeaient. Oui, effectivement, et ça n'est plus le cas donc aujourd'hui. On va se concentrer un peu sur la personnalité, l'influence de Nicolas Sarkozy. Sophie Coignard, je disais dans les titres ou dans le lancement du sujet, le côté faiseur de roi, qu'est-ce que vous en pensez? Quel a été son rôle, par exemple, dans l'arrivée de Michel Barnier à Matignon? Est-ce qu'on surestime ce rôle, d'après vous, ou pas? Moi, je pense qu'il est de moins en… Enfin… oui, tout ce qu'on me dit et tout ce qui me semble découler d'un certain nombre d'informations, c'est que son influence est beaucoup moins grande qu'auparavant. Il y a quand même eu quelques petites frictions à propos, y compris, et peut-être surtout, par médias interposés. Sur la limitation à 2 mandats, qui est quand même une innovation dont Nicolas Sarkozy se plaît à trouver qu'elle est formidable. Quand Emmanuel Macron a expliqué que c'était, je ne sais plus s'il a employé un mot grossier ou pas, mais que c'était finalement une bêtise, on va dire ça gentiment. Il a dit une connerie, je pense aussi, mais j'en étais plus tout à fait sûre. Et il y a eu, je crois, dans le Figaro, Nicolas Sarkozy qui a immédiatement passé 2 couches de méchanceté, c'est-à-dire, la première, c'est de dire « Ah, mais moi, c'est un des trucs les plus formidables que j'ai fait », et la deuxième, c'est de dire « Je suis un peu étonné quand même qu'Emmanuel Macron trouve à redire à cela, parce que, de toute façon, même s'il pouvait se présenter une 3e fois, c'est vraiment pas sûr qu'il serait élu. » Exemple. Juste avant la dissolution, dîner d'État avec Joe Biden, alors là quand même, et Sarkozy raconte, un peu à qui veut l'entendre, que Macron lui aurait dit je vais faire un truc énorme, on va bien se marrer. Et c'était donc la dissolution. C'est la veille, me semble-t-il. La veille de la dissolution. La veille de la dissolution. Donc c'est pour vous dire qu'on n'est plus tout à fait au mamour du début. Voilà. Bien compris. Bruno Cotteret, sur l'influence de Nicolas Sarkozy, et puis après on va évidemment entendre Franck Louvrier là-dessus, mais sur l'influence de Nicolas Sarkozy, alors je délaisse, même si c'est lié à Emmanuel Macron, mais sur sa famille politique. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Évidemment, pour une famille politique, qu'il s'agisse de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande, le dernier qui a gagné l'élection présidentielle, forcément, il représente quand même quelque chose. Il faut quand même rappeler
que gagner une élection présidentielle de la Ve République n'est pas donné à tout le monde non plus. Voilà, c'est très compliqué. Donc effectivement, ils symbolisent un moment de gagne, un moment où leur famille politique a eu la gagne. Ça, quand même, dans la foulée de l'élection présidentielle de 2007 ou de 2012, leurs deux formations politiques ont eu des succès aux élections législatives. Donc voilà, ils représentent une époque un peu dorée pour ces formations politiques où on a pu accrocher à peu près tous les niveaux de pouvoir, l'Élysée, Matignon bien sûr, l'Assemblée nationale, souvent le Sénat pour la droite. Donc voilà, une époque un peu mythifiée. Et donc forcément, quand c'est une période moins faste pour ces formations politiques, il y a forcément un regard nostalgique dans le rétroviseur. Donc forcément, ils ont un statut qui est nécessairement à part. Et puis, bien évidemment, ils bénéficient dans leur famille politique et dans l'ensemble de l'électorat, quand même, on va dire, du prestige qui est lié à leur fonction présidentielle. Donc, ils représentent quand même beaucoup. Et même si dans les deux cas de figure, leur étoile a pâli depuis, ils représentent plus qu'ils ont représenté, ils sont quand même toujours ceux qui ont approché de plus proche la dimension la plus sacrée aux yeux du public du pouvoir. On y reviendra évidemment sur cette aura liée au pouvoir, sur ce que ça représente d'être un président de la République, le poids, les secrets d'État, etc. C'est évidemment une des thématiques de notre débat, mais je voudrais donner la parole une première fois à Franck Louvrier. Alors, c'est une question presque intime, je ne suis pas sûr que vous puissiez répondre, mais qu'est-ce qui motive Nicolas Sarkozy ? Est-ce que c'est justement de recevoir tous les jours des personnalités de sa famille politique ou d'autres, d'influencer sur les décisions d'Emmanuel Macron ou d'espérer influencer ? Qu'est-ce qui le motive ? D'abord, quand vous avez été carnivore, vous ne devenez pas végétarien du jour au lendemain. Donc quand vous êtes passionné par la politique depuis des décennies, quasiment l'âge de 18 ans, vous imaginez bien qu'après l'exercice du pouvoir présidentiel, vous avez toujours cette drogue, entre guillemets, qui est dans votre sang et qui vous donne envie de regarder l'actualité. Vous ne tournez pas la page. Ça a été le cas pour Valéry Giscard d'Estaing, qui s'est même représenté à des élections, comme l'a fait François Hollande. Donc ça, c'est déjà, je pense, intrinsèquement et humainement une réalité pour tout le monde. Et puis, la deuxième chose, c'est que quand vous aimez votre pays, vous vous intéressez quand même à votre pays, vous continuez à influencer parce que ça vous fait plaisir d'influencer, ça vous intéresse de pouvoir jouer. Alors, contrairement à ce que j'ai entendu, si les dernières interviews de Nicolas Sarkozy dans Le Figaro, qui demandait qu'il y ait un Premier ministre plutôt de sa couleur politique pour pouvoir faire avancer les choses, c'est ce qui s'est passé. Donc il y a des choses qui fonctionnent. Alors est-ce que ça a créé de... Vous voulez nous dire que Laurent Wauquiez a bien lu cette interview, c'est ça ? J'en sais rien, mais en tout cas ça a eu une influence. C'est un acte concret. Après, bien sûr que les gens viennent aussi vous voir parce que ils veulent connaître son avis, parce qu'il a l'expérience, parce qu'il a fréquenté de nombreux lieux, il a eu de nombreux mandats, et donc cette expérience-là, elle est intéressante. Ça permet aussi d'avoir, je dirais, sur son avantage, une forme de recul qui permet d'avoir un jugement. Alors en plus, avec Nicolas Sarkozy, l'avantage, c'est comme le disait un de vos intervenants, en général, c'est clair, net et précis. Il n'y a pas d'ambiguïté. Oui, le jugement, fait, c'est que vous savez qu'il en pense. C'est assez cash. Évidemment, ils font partie d'un club ultra fermé. C'est la palissade de le dire. Patrice Lemay, ils sont deux dans ce club en France. Ça leur donne quoi ? Une aura particulière ? Je ne sais pas si on peut dire que c'est une aura. Oui. Mais je pense qu'il y a une fonction qu'on qualifie en général de tribunicienne, c'est-à-dire la parole. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Sophie Coignard et je suis plus d'accord avec Franck Louvrier. Là, c'est Bruno Cotresse, mais ou avec Franck Louvrier qui était avec nous. Je vous montre l'image de... parce qu'il y avait Franck derrière, je me disais, mais qu'est-ce qu'il nous dit, Patrice ? Voilà, c'est parce qu'il faut expliquer. Il faut que Philippe, notre réalisateur, nous montre un plan large, parce que juste derrière Bruno Cotresse, on voit Franck Louvrier. Pardon, Patrice. De ce que j'ai compris du film... l'interview de Nicolas Sarkozy dans Le Figaro, j'ai vérifié la date tout à l'heure, le 30 août, c'est-à-dire 6 jours avant la nomination de Michel Barnier, a été une forme d'électrochoc dans le parti LR, les militants et les députés élus le 7 juillet, qui ont considéré que, il avait sans doute raison et qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions arithmétiques, en tout cas, que de faire une coalition entre les ex-macroniens et LR. Et Laurent Wauquiez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, mais je pense qu'il a largement contribué à faire bouger Laurent Wauquiez. Alors, Sophie, qui était tout à fait d'accord. Non, mais surtout... comment vous dire, je trouve que la résultante de cette dissolution
baroque, que je ne qualifierais pas, pour rester relativement positive. Mais c'est quand même que Sarkozy a échoué pendant 2 ans dans son entreprise qui consistait à marier LR à ce qu'on appelait à l'époque Renaissance et qu'on appelle aujourd'hui EPR, c'est-à-dire cette espèce de grande synthèse de la droite et du centre-droit qu'il a quand même beaucoup travaillé à mettre. Elle finit par arriver, donc on peut le mettre à son crédit. Alors, ça dépend. On peut dire qu'il a échoué pendant 2 ans et que, in fine, ça s'est produit comme ça. Alors, effectivement... c'est comment vous dire, c'est une victoire, on peut dire relativement tardive. Ça, je veux bien l'admettre. Concernant François Hollande, peut-être un mot. Est-ce que vous avez le sentiment, Bruno Cotresse, on va naviguer et pas passer de l'un à l'autre comme ça régulièrement dans notre débat, qu'on assiste à une forme, au-delà de son ambition, on y reviendra, le fait qu'il soit redevenu député, etc. Mais dans l'opinion, est-ce qu'il y a une forme de réhabilitation de François Hollande, de son bilan? Comment vous le percevez, ça? Quand on regarde les mesures d'opinion, qui est le souhait que des personnalités jouent un rôle important dans l'avenir, ou des indicateurs de popularité, on voit qu'effectivement, François Hollande n'est plus du tout dans la situation de l'époque de son renoncement à la présidentielle, à la fin de l'année 2016, où là, il était tombé très, 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 très bas dans les indicateurs de popularité. Là, et maintenant, il a retrouvé effectivement une forme de crédit quand on regarde notamment chez les sympathisants socialistes, ou même dans l'ensemble de la famille de la gauche, les 10-15 personnalités qui, à leurs yeux, comptent, François Hollande en fait partie et il n'est pas au fond du classement. Chez les sympathisants socialistes, il n'est pas au fond du classement. Lui, Martine Aubry aussi, ils ne sont pas au fond du classement. Ils sont dans les 4-5 personnalités préférées des sympathisants socialistes. Donc on voit qu'effectivement, il y a une forme de réhabilitation d'image. Ça ne veut pas dire une forme de réhabilitation sur le bilan de l'expérience de François Hollande comme chef de l'État. On voit que le bilan que l'électorat de gauche retient de son mandat 2012-2017 reste source de tensions, de clivages, d'interprétations différentes qu'il faut sans doute beaucoup de temps à sa famille politique pour digérer à la fois son renoncement, les conséquences que ça a eu, puisque quand même on est passé d'un moment donné où le Parti socialiste avait quasiment l'intégralité des clés de la vie politique, pratiquement tout. Y compris le Sénat, d'ailleurs. Y compris le Sénat. À un moment donné, ils n'ont presque plus rien. Oui, effectivement. Sauf les collectivités locales. Il y a peut-être au crédit de François Hollande, Sophie Coignard, il y a le comparatif budgétaire, on pourrait dire ça comme ça, c'est intéressant. Ça commence à venir à nos oreilles. Oui, Philippe Brun, qui était donc l'orateur à l'Assemblée nationale de la toute première séance du débat budgétaire lundi soir, a dit, voilà, alors quand François Hollande est parti de l'Élysée, en 2012, le déficit budgétaire était à 2,6%, donc voilà, la maison était bien tenue, entre guillemets. Et c'est vrai que c'était une des premières fois où on voyait un socialiste à la tribune assumer de dire du bien, de, comment dirais-je, de réhabiliter le quinquennat de François Hollande. Et là, je vais citer, pardonnez-moi, le site du Point, mais pour une chronique dont je ne suis absolument pas l'auteur, mais dont j'ai beaucoup aimé le titre, c'est « Le Parti socialiste n'a plus le hollandisme honteux ». Et je trouve que ça résume assez bien, comment dirais-je, la lente remontada, enfin on n'est pas encore à la fusée Ariane, hein, on est d'accord, mais la lente remontada de François Hollande, y compris dans sa famille politique. Parce qu'en fait, il me semble que, en fait, il y a cette nostalgie pour les anciens présidents qui a commencé à opérer dans l'opinion publique pour François Hollande avant qu'elle opère dans son propre camp politique. Oui, effectivement. Alors on va, pour évaluer en quelque sorte l'influence, le poids politique, mais peut-être aussi le poids dans l'opinion de ces deux ex-présidents, il faut peut-être regarder du côté des maisons d'édition. On va faire ça, scruter les ventes des livres avec Jonathan Dupriez tout de suite. Rebonsoir Jonathan. Deux anciens présidents qui occupent depuis qu'ils ont quitté l'Élysée les étals de nos librairies avec plus ou moins de réussite. C'est vrai qu'on les a beaucoup vus et François Hollande, quand il est sorti de l'Élysée, il a publié un livre qui a fait grand bruit, Les leçons du pouvoir. Vous vous en souvenez peut-être. Et François Hollande, il en a vendu 150 000, ce qui est quand même un succès considérable. Mais Nicolas Sarkozy, attention, le bat à plat de couture, Thomas, plusieurs fois au-delà des 200 000. Nicolas Sarkozy, il aurait vendu plus de 700 000 ouvrages depuis 2016, ce qui est considérable. Alors comment fait-il pour être aussi bankable
qu'un romancier à succès. Alors l'ancien chef de l'État de 2007 à 2012, eh bien, il applique un peu toujours la même recette. Il saupoudre les mêmes ingrédients, un savant mélange d'anecdotes personnelles, des coulisses politiques, quelques considérations psychologiques, et tout ça, ça fait mouche. Et puis, il faut dire que l'ancien président, il a un fan club qui met facilement la main au porte-monnaie pour s'offrir ses livres. Et donc, vous le voyez, à chaque séance de dédicace, il y a des centaines de personnes qui se présentent. Alors celle-ci, cette dédicace, hasard malheureux du calendrier, eh bien, elle a été percutée par sa double mise en examen pour soupçon de financement libyen dans la campagne de 2007. Mais le lendemain, il était tout de même à Neuilly-sur-Seine, son ancien fief électoral, pour dédicacer des ouvrages. Et écoutez ce qu'il disait. Je suis un Français qui habite en France, qui écrit des livres. Et il y a des centaines de personnes qui veulent que je le signe. Je ne m'affiche ni je ne m'expose. Je fais ce que j'ai toujours fait, partager des souvenirs, des réflexions, de l'amitié. Et Thomas, ça rapporte aussi de publier tous ces ouvrages. Le temps des tempêtes, cet ouvrage-là, qui s'est donc écoulé à au moins 250 000 exemplaires, eh bien, ça fait entre 4 et 600 000 euros de droits d'auteur selon une estimation de l'Obs. Et puis se lancer dans l'écriture quand on est un ancien président de la République, c'est aussi un moyen d'exister et d'être dans la lumière médiatique. Absolument. À chaque sortie, c'est évidemment la tournée des librairies, des supermarchés, des selfies. Pourquoi pas aussi vous récupérer toutes ces injonctions flatteuses finalement de soutien qui vous presse de revenir dans l'arène politique. Et donc il s'agisse de mémoires, que ce soit des essais sur la marche du pays ou voilà des ouvrages plutôt programmatiques, on peut le dire. Ça permet à ces ex de finalement pas disparaître de nos préoccupations et eux-mêmes voilà, ça s'arroge en tout cas une part du débat public avec leurs idées. Il y avait une phrase que j'ai notée d'un politologue dans un journal dans La Croix qui disait c'est un substitut à l'adrénaline d'une campagne électorale de publier un ouvrage. Et puis on l'a vu, François Hollande, lui, il a carrément replongé, Thomas. Oui, et avant même ces deux ex-présidents, d'autres avaient tenté le coup, évidemment. Tout à fait, on se souvient des mémoires de Jacques Chirac, qui avait fait aussi un carton. Vous parliez de Valéry Giscard d'Estaing aussi, qui était devenu, lui, romancier. Il avait d'ailleurs continué jusqu'à sa mort à écrire des ouvrages, dont un roman qui avait fait couler beaucoup d'encre. Là aussi, vous vous en souvenez peut-être. La princesse et le président, voilà, on le voit là, qui a été publié en 2009, dans lequel il évoque des relations amoureuses d'un président de la République avec une princesse britannique. Étrangement, elle ressemblait beaucoup à Lady Diana, que l'on voit s'afficher ici. En revanche, ça confirme tout ça, la place prépondérante qu'occupent les présidents de la République dans notre histoire politique et dans notre vie politique. Quand on compare leurs ouvrages à ceux d'anciens ministres, qui pour la plupart sont des échecs commerciaux retentissants, je vous en donne quelques exemples. En 2021, les Échos rapportaient que les ministres Emmanuel Vargon et Marlène Schiappa n'avaient vendu respectivement que 157 et 245 ouvrages de leur dernière production. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Merci beaucoup, Jonathan, pour toutes ces informations. La vente de livres, Patrice Duhamel, est-ce que c'est un indicateur trompeur de la popularité d'un ancien président de la République? Mais c'est un indicateur sur le passé, parce que en général, ce ne sont pas des livres prospectifs, ce ne sont pas des livres où ils présentent un projet ou un programme. C'est effectivement, ça a été bien raconté, c'est l'histoire, les coulisses, les anecdotes. Alors aussi, le niveau est quand même significatif. Mais c'est surtout, les lecteurs, les lectrices et les lecteurs, je dis lectrices d'abord parce que les femmes lisent plus que les hommes. Et assez nettement d'ailleurs, je crois au moins 60-40 en France. Et elles et ils ont envie de connaître voilà, l'envers du décor. Mais ça revient un peu à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la parole présidentielle. Là, c'est l'écrit présidentiel, mais c'est cette fonction-là qui est très importante. Et je vous ai pas répondu sur le club tout à l'heure. Moi, je me souviens de Giscard qui considérait que son seul interlocuteur, en gros, bon, avec Chirac, il voulait pas en entendre parler, mais en gros, c'était Mitterrand, quoi. Le seul qui était au niveau, c'était Mitterrand. Mais il était un peu particulier de ce point de vue-là. Il a jamais voulu retourner à l'Élysée parce qu'il considérait qu'il avait été battu par le suffrage universel. En réalité, il y est retourné une fois parce qu'il était obligé, parce que la tradition, l'usage font qu'un nouvel académicien doit absolument être reçu à l'Élysée par le président de la République, donc il fallait qu'il soit reçu. Il l'a fait à contre-cœur.
Il l'a fait à contre-cœur parce que c'est Jacques Chirac. Et ça aurait été François Mitterrand, je pense qu'il l'aurait fait moins. Ça serait beaucoup mieux passé. Émilie, vous vouliez intervenir. Oui, je revenais sur ce que vous disiez, le niveau. Moi, je fais partie des lectrices, comme vous dites, et notamment Le Temps des tempêtes. Moi, j'ai l'impression que c'est écrit un peu comme c'est parlé, et c'est ce qui est agréable aussi, en tout cas pour Nicolas Sarkozy, parce qu'on retrouve ce style très particulier, cash, direct, dont vous parliez, qui est très humoristique finalement. Donc c'est raconter les histoires off, un peu les poutines, tout ce qui se passe, les partage de chocolat dans des réunions. Donc il y a un côté très attirant, mais qui est un petit peu... Moi, je n'ai pas trouvé que c'était de la grande littérature. Mais il y a aussi des analyses politiques, voilà, géopolitiques. Par contre, le niveau, oui, puis il y a des choses. Non, simplement, moi, je reviendrai... Alors là, c'est mon petit côté code gueule féministe. C'est vrai que c'est difficile d'entendre parler d'un club fermé qui n'appartient qu'aux hommes. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, on voit le recul en se disant les anciens présidents qui écrivent, et on n'a pas de recul sur d'anciennes présidentes. Il y a une ancienne première ministre qui sort son livre. Très bon livre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Elisabeth Borne. Très bon livre, Elisabeth Borne. Ça sera intéressant de donner envie à nos téléspectateurs, de l'acheter et de le lire. Non, mais c'est important aussi pour les générations à venir. C'est des styles, là vous l'avez dit, il y a des styles très différents quand même si les personnalités sont pas si différentes que ça. On a un style, le président normal de François Hollande, qui n'a pas été si normal que ça. Et puis on a Sarkozy, bling bling. On a besoin aussi de rôle modèle féminin, donc il ne faudrait pas trop attendre. Le message est passé. On pourrait l'envoyer aussi aux électeurs et électrices américains et américaines, parce que c'est aussi une question qui se pose là-bas. Franck Louvrier, je reviens vers vous sur le match des livres. J'imagine que Nicolas Sarkozy ne doit pas bouder son plaisir d'en vendre beaucoup plus que François Hollande. Je suis pas sûr qu'il regarde même le nom de François Hollande sur les baromètres de résultats de vente de livres. Non, la seule chose, c'est que ça a toujours été intrinsèquement sa vie politique, le livre, pour Nicolas Sarkozy. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec lui, on avait travaillé sur Libre. Libre, c'est 2000, c'est un succès et c'est un livre prospectif. C'est pas un livre qui raconte l'histoire, c'est un livre qui raconte le programme que souhaiterait appliquer le candidat Nicolas Sarkozy. Et on est en 2000, je vous rappelle. Donc Jacques Chirac est élu en 2002. Enfin bref, on a le temps encore. Mais il commence déjà à travailler. C'est un livre qui rencontre du succès. Puis au fur et à mesure du temps, c'est vrai qu'il a toujours écrit des livres qui ont plutôt rencontré du succès pour plusieurs raisons. C'est que d'abord, il raconte des histoires. 2, c'est lui qui l'écrit vraiment, à la main, au stylo bille. Il remplit des pages blanches, recto, et il le fait dans des périodes qu'il consacre pour écrire et uniquement pour écrire, généralement plutôt des périodes de vacances. Et en plus, il aime bien portraitriser, ce qu'aiment bien faire les journalistes aussi. Il y a des excellents portraits dans certains livres d'Alain Juppé, de Philippe Séguin, notamment. Donc tout ça fait que c'est un mélange, en fin de compte, de sa vie et qu'il essaye de traduire. Et c'est peut-être aussi l'une des raisons du succès de ses livres. Ce sont vraiment des livres écrits par lui-même, pas par l'éditeur, pas par un nègre, mais vraiment par lui-même. Je pense que ça, c'est important. Après, le livre, c'est vrai que ça installe d'abord la personnalité quand elle est en conquête, et puis ça permet aussi d'écrire l'histoire. Et quand vous êtes chef de l'État, vous êtes un acteur unique. Il n'y a pas beaucoup de chefs de l'État dans une 5e République, et vous êtes un acteur unique. Donc c'est vrai que votre récit, il compte pour l'histoire. Pour l'histoire du moment, mais pour l'histoire de demain. C'est-à-dire pour l'histoire qui s'installera aussi, je dirais, de façon à vie, quoi, dans le paysage. Et donc ça, c'est essentiel, je pense. C'est un acte aussi historique au-delà d'être un acte politique. Alors, dans un débat comme celui-là, où on parle des ex-présidents de la République, il y a forcément la question de... on a parlé de drogue ou de drogue dure à propos du pouvoir, et donc d'une ambition présidentielle jamais totalement éteinte. Écoutons François Hollande, c'était il n'y a pas très très longtemps, puisque c'était au grand jury RTL Le Figaro Public Sénat le mois dernier, que nous dit... Alors, c'est pas aussi clair que ça, évidemment, sur son ambition présidentielle. Écoutons. Il se trouve aussi que j'ai été président de la République. Donc, ça permet de savoir qu'une partie de mon destin a été accomplie. Donc, je ne suis pas du tout dans cette obsession de chaque jour de dire qu'est-ce qui va se passer en 2027, surtout que certains veulent anticiper les échéances, ce qui n'est pas non plus mon cas. Pour être clair dans votre réponse, vous dites plus jamais candidat à la présidentielle ? Je n'ai pas dit ça, donc vous n'avez pas forcément bien noté les éléments de ma réponse. Ouais. Ce que j'ai dit, c'est que comme je n'ai pas d'ambition qui serait inassouvie, puisque j'ai déjà été président, je me mettrais dans la disposition d'esprit de servir
mon pays en choisissant la bonne personne. Pourquoi on a choisi c'est vraiment la réponse à notre confrère Olivier Boss, le chef du service politique d'RTL. Il dit, oh là là, je n'ai pas dit ça, vous n'avez pas forcément entendu tous les éléments de ma réponse. C'est ça qui est évidemment passionnant. Bruno Cotresse, ça veut dire quoi? Il rêve que cette histoire du trou de souris par lequel il s'était engouffré en 2012... C'est son expression en privé, il n'arrête pas de parler du trou de souris. C'est vrai, il continue d'en parler. Votre avis là-dessus? Et puis se renouveler, quoi. Oui, c'est en fait assez délicieux d'une certaine manière, ce qu'on vient d'entendre, parce qu'au fond, c'est aussi beaucoup pour ça que la politique nous fascine, ce genre de répliques. Pour des politiciens professionnels, au fond, la vie est pleine de surprises. Il ne faut jamais injurier l'avenir, comme on dit. La politique, c'est aussi des processus. On ne sait pas bien qu'est-ce qui va se passer. Donc il faut... Et dans leurs deux cas de figure, peut-être plus fondamentalement encore pour François Hollande que pour Nicolas Sarkozy, d'abord, ils n'ont fait qu'un seul mandat, tous les deux. Et donc il y a un sentiment sans doute un peu d'inachevé. Parce que 5 ans, voilà. Les conditions aussi de leur défaite ne sont pas les mêmes. François Hollande a renoncé à se présenter. Nicolas Sarkozy est tombé les armes à la main. Donc ça ne fait pas du tout la même histoire. Et donc on peut comprendre que dans le cas de François Hollande, on a toujours un peu cette idée qui est au fond, non pas une revanche sur la vie, mais peut-être aussi une manière de conjurer le sort. Dans le cas de Nicolas Sarkozy, c'est différent. Il s'est représenté, il a été battu par François Hollande au terme d'une campagne très dense, très difficile aussi pour lui. Donc c'est pas exactement le même cas de figure, mais on comprend que ce mandat unique a nourri chez chacun des deux, d'une certaine manière, une frustration. Avec votre avis, Sophie Cognard, sur le décalage entre la popularité d'un ancien président de la République, qui est peut-être nourri d'abord de nostalgie, et la capacité à redevenir un candidat crédible à une élection présidentielle? Effectivement, comme le disait Bruno Cotresse, c'est un regain de popularité qui... qui s'accroît au fil du temps. Plus l'horizon s'éloigne, plus le passé s'éloigne, plus la popularité augmente. Évidemment, c'est une part de nostalgie énorme. Donc, ça ne me paraît pas du tout plus prédictif que la vente de livres. Enfin, c'est de même nature. Oui. Mais j'ajouterais sur ce que dit François Hollande que c'est évidemment l'inverse. Quand il dit « j'ai été président, donc j'aspire plus du tout à le devenir », enfin, il suffit de regarder l'itinéraire de Valéry Giscard d'Estaing, par exemple, qui était extraordinairement blessé, comme l'a dit Patrice Duhamel, de ne pas avoir été réélu, et qui a pensé, en se rasant ou pas, pendant très très longtemps après. Et évidemment, le fait d'avoir été président, au contraire, et en effet, dans des conditions où on n'a pas été réélu, prédispose à vouloir le redevenir. Mais je dirais que Emmanuel Macron, dans les conversations qui peuvent être rapportées avec les uns et les autres, n'est pas sans envisager une éventuelle troisième candidature pour 2032. Donc je pense qu'une fois que le virus... Oui, alors il va peut-être aussi rejoindre le club des anciens présidents d'abord. Bientôt, on en aura 3, on pourra refaire un débat. Super. J'espère qu'on sera encore là. Patrice, un mot, ensuite Sur François Hollande, il ne faut pas oublier qu'au début de l'année 2016... puisqu'il y a eu ensuite tout l'itinéraire des primaires, il a été choisi fin 2016, il était à 3% dans les sondages. Oui, on revient à ce trou de souris. Donc il dit toujours, c'est pas parce que je suis bas dans les sondages, voilà. Moi, ce qui me frappe, c'est tous les anciens présidents que j'ai connus, mais on parlait de Giscard, c'est l'adrénaline. Moi, je me souviens, je suis allé 1 ou 2 fois pendant sa campagne, non pas des législatives pour la région d'Auvergne, conseiller général dans son canton. L'ancien président de la République, battu 2 ans plus tôt, quand je lui posais la question qu'est-ce que vous pensez, mais est-ce que vous avez réfléchi aux raisons de votre défaite, il m'interrompait toujours en me disant ça n'est pas une défaite, c'est une non-victoire. C'est extraordinaire quand même. Et moi je me souviens sa campagne des cantons. Quand il a été réélu depuis des dizaines d'années plus tôt, conseiller général du Puy-de-Dôme, il était fou de joie.
Bon, c'est quand même en miroir, ça explique aussi la candidature de François Hollande au l'adrénaline du suffrage universel. Et il m'avait raconté, j'avais vérifié, il avait sur lui en permanence, sauf la nuit j'imagine, mais en permanence, ou quand il était dans son bain ou dans la mer, ou dans la piscine, il avait un petit papier avec le nombre d'électeurs qui avaient voté pour lui au deuxième tour de 74, 13 millions, etc., à l'unité près, écrit sur un petit papier, en permanence. Il portait toujours ça sur lui. Toujours. Très courte observation. Les 2 derniers livres de François Hollande ont une dimension prospective. C'est une réflexion sur notre système institutionnel, notre système politique, les réformes de ce système politique. Donc évidemment, on voit la social-démocratie. La social-démocratie, ça envoie des messages. Oui, effectivement. Alors vous avez voulu, Émilie, vous penchez sur la question de l'âge en politique ou de l'âge des politiques. Oui, alors loin de moi l'idée de faire un procès au jeunisme des années Macron. J'espère bien. Tout porte à croire que l'âge, et même le grand âge, 70 ans donc pour Hollande et 69 ans pour Sarkozy, c'est des hommes, on peut le dire, c'est devenu... Vous dites le grand âge, vous allez vous faire beaucoup d'ennemis. On peut dire un certain âge. Moi, nos téléspectateurs qui n'ont pas tous moins de 70 ans. Bref, je vous laisse la responsabilité de cette expression. J'assume. Donc c'est devenu ou redevenu un atout de poids pour les hommes et les femmes politiques. Preuve en est notre nouveau Premier ministre, Michel Barnier, 73 ans, soit 38 ans de plus que son prédécesseur, qui a un style paternaliste, posé, parfois ennuyeux, selon les dires de certains, pour ne pas dire plus. Alors moi j'évite les gros mots, mais ça me commence par chut, je vous laisse imaginer. D'accord, ok. Et ce style fait tout son effet. Et dès sa nomination et ses premiers pas, le tout neuf vieux Premier ministre a séduit la majorité des Français, étaient satisfaits d'après les sondages de sa nomination. Son ton est considéré comme apaisant, rassurant, dans un monde politique et institutionnel en plein chaos depuis la dissolution. Un style un peu pépère qui ne l'empêche pas de délivrer avec humour, un petit peu un côté british ou pince sans rire, et délivre quelques tacles à l'encontre de ses jeunes adversaires. Je pense que vous vous souvenez de ce sourire gêné d'Attal sur les bancs de l'Assemblée quand il lui a fait ses tacles sur le déficit et les leçons qu'il prétendait lui donner après 8 mois de Premier ministre, ou alors la bouche bée, ce qui est assez rare, de Mathilde Panot après son recadrage en bonne et due forme, et c'était à l'Assemblée aussi. Donc l'ancien donne des leçons de sagesse, il mise sur l'intérêt général, la hauteur de vue et surtout l'action plutôt que la communication. Est-ce que pour vous, ça peut expliquer également ce retour de Nicolas Sarkozy et François Hollande ? Ça serait réducteur de dire qu'ils reviennent grâce au poids des années. D'autres facteurs, comme le retour du clivage gauche-droite, peut-être, expliquent leur retour en grâce, j'y reviendrai. Mais en partie, oui, on peut quand même dire que les deux profitent de cette élance pour la vieillesse. Vous allez dire que je vais un peu loin, mais disons que c'est côté un peu plus d'expérience, si on veut rester correct. On vit dans une époque où les plus anciens sont vus comme de vieux sages, à l'image des tribus indiennes. Ainsi, on a entendu François Hollande distiller ses conseils en matière de diplomatie à un Emmanuel Macron qui parle souvent plus vite que son ombre. Moins on en dit, mieux on agit. Il a déclaré ça au moment où notre président évoquait la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. C'était au printemps dernier. Et à cette période, on en a parlé, la cote de popularité de l'ancien président de gauche, qui a pourtant beaucoup souffert fut un temps, s'est envolée. Il est devenu en avril la deuxième personnalité préférée des Français, derrière Édouard Philippe, mais devant Gabriel Attal. Et pour Nicolas Sarkozy ? Alors, même ton de sage, quand Sarkozy critique sévèrement la dissolution décidée par Emmanuel Macron, qui représente, je le cite, un risque majeur pour la France qui pourrait plonger le pays dans le chaos. C'est pas complètement faux. Idem quand Hollande, de son côté, tente de convaincre la gauche de s'éloigner des trop radicaux insoumis. Il faut une gauche réformiste, social-démocrate et pas radicale, insiste-t-il, même s'il n'a pas dit non au NFP quand il s'est agi d'être élu député de Corrèze. Voilà. Mais bien sûr, au-delà de l'âge, et c'est un point commun des deux, voire des trois si on inclut Michel Barnier, il n'y a pas que l'âge. Il y a d'autres paramètres qui comptent dans cette nouvelle ascension du pouvoir. Parmi eux, probablement l'assise de vieux partis traditionnels, LR, avec ce retour en grâce au gouvernement pour Sarkozy et Barnier, et le PS en reconstruction pour Hollande. Des partis qui tranchent face à un mouvement né en 2017 qui donne parfois le tournis, mouvement qui a déjà changé de nom 3 fois et a priori, c'est pas fini. Mais effectivement, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup des Français qui sachent ce que veut dire EPR, par exemple. Oui, ensemble. La dernière version du parti macroniste. Alors, je me tourne vers Franck Louvrier sur ce clivage gauche-droite. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'il y a une sorte de retour du clivage gauche-droite qui explique ou qui profite aux deux anciens présidents de la République ? Oui, sans doute. Je voudrais rebondir aussi sur ce qui a été dit précédemment. Moi, je pense que quand vous montez les marches de Matignon, vous pensez à l'Élysée. Et quand vous quittez l'Élysée, vous vous installez dans un état d'esprit de recours.
automatiquement. Je pense que Patrice Duhamel me démentira pas là-dessus. C'est quasiment humain comme réaction. C'est une réaction humaine de penser qu'à un moment donné, on peut être appelé. Et donc le fait est, c'est qu'après, c'est les circonstances. Mais que vous ayez 70 ans, 80 ans ou 40 ans, le fait est, c'est que ça peut se présenter. Et ça, c'est quelque chose qui reste, je pense, dans un coin de votre tête lorsque vous êtes ancien chef de l'État. Moi, mon sentiment, c'est que c'est présent en permanence parce que, alors, il y en a un peu plus maintenant sur le marché qu'il pouvait y en avoir auparavant, pour la simple et bonne raison, c'est sans doute une des résultantes du fait que vous ne pouvez plus faire que 2 mandats. Donc, on a plus d'anciens présidents maintenant qu'on pouvait peut-être en avoir auparavant. Et on en aura peut-être même un 3e, il y en aura peut-être 3 en même temps dans quelques temps. Donc voilà, mais j'ai le sentiment vraiment que ce sont des choses qui font que naturellement, on peut se dire, on peut être un recours. Alors bien sûr que quand c'est à gauche, c'est plutôt les anciens présidents de gauche qui ont de l'expérience qui peuvent se positionner en tant que recours. Et puis quand on a plutôt une tendance de droite, ça peut être le cas pour des anciens présidents de droite. Mais l'expérience, ça compte dans notre pays. Vous savez, moi je pars toujours d'un principe, c'est qu'on se trompe toujours en disant qu'on veut des gens qui n'ont pas d'expérience. Quand vous allez chez le médecin, en général, vous ne demandez pas celui qui a moins d'expérience. C'est exactement pour la politique. Les gens s'aperçoivent au bout d'un moment que même s'il y a une forme de jeunisme, il faut des gens qui connaissent le mécanisme, et c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui. Alors, je repose la question, puisque Franck Louvrier n'a pas tout à fait répondu, mais ça ne veut pas dire que la réponse était inintéressante. Mais sur le clivage gauche-droite, est-ce que vous rejoignez l'analyse d'Émilie pour dire qu'il est de retour, ou c'est peut-être trop tôt pour le dire, il est de retour et il sert les anciens présidents? Alors, Sophie Coignard, pour commencer. Oui, quand même. Enfin, il est de retour. Ce qui est évident, mais vous l'avez dit, Thomas, c'est qu'en tout cas, le en même temps et l'élan qui était associé est complètement retombé. Donc la nature politique ayant horreur du vide, eh bien, la grande question, c'est qu'est-ce qui va se passer si on essaye d'être un peu prospectif, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que là, on a 3 blocs, pour l'instant. Avec 2 blocs qui sont quand même aux extrêmes, disons, de la galaxie politique. Est-ce qu'effectivement, il va y avoir une refracturation entre la droite et la gauche? Moi, je trouve qu'il est un peu tôt pour le dire. D'accord. Ce qui me paraît... Enfin, je crois que ce sur quoi on peut être tous d'accord, c'est qu'effectivement, l'idée macroniste est en train de se dissiper très, très fortement. Enfin, tout contribue. Oui. Enfin, je pourrais passer 1 heure à vous expliquer pourquoi, et je ne vais pas le faire, je vous rassure. Mais non, parce qu'il nous reste 1 minute. Mais voilà, donc... Mais sur le clivage droite-gauche, ça voudrait dire qu'il faut quand même qu'il y ait une façon de se remuscler qui n'est pas encore établie pour moi, aussi bien pour le PS que pour LR. Ouais. S'il y avait demain des élections nationales, je ne suis pas sûre que les résultats seraient en faveur de ces 2 partis tels qu'ils existent depuis si longtemps. Allez, 30 secondes pour conclure, Bruno Cotresse, sur peut-être le rôle de ces 2 anciens présidents dans ce retour ou cette recomposition du clivage gauche-droite. D'abord, le clivage gauche-droite n'avait jamais fondamentalement disparu, en tout cas dans les mentalités des électeurs. Voilà. Ouais. Ensuite, ils représentent certes, ne serait-ce que par leur combat électoral de 2017, ils représentent évidemment, de 2012 et 2017, ils représentent évidemment 2 figures emblématiques. Rappelons-nous la campagne de François Hollande, mon ennemi c'est le monde de la finance, c'est quand même parle de gauche, et Nicolas Sarkozy, ministère de l'immigration, de l'identité nationale, symbole de droite très important, donc ils représentent tous les 2 ça. Après, ils ont maintenant des compétiteurs, il y a d'autres compétiteurs dans leur camp de la gauche et de la droite, dans les nouvelles générations. Merci beaucoup et merci de vous être adopté à notre timing avec la musique qui signe la fin de l'émission. Je rappelle rapidement vos livres: Sophie Coignard, La tyrannie de la médiocrité aux éditions de l'Observatoire, et Patrice Duhamel, Le chat et le renard, également aux éditions de l'Observatoire. Rendez-vous demain 18h, 22h. Vous pouvez retrouver nos débats sur publicsénat.fr et en podcast sur les plateformes d'écoute. Enfin, notez que l'invité de la matinale demain, Oriane Mancini, reçoit à 8h François Patriat, le président du groupe Renaissance, au Sénat. Belle soirée.